Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Elise, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut Alexandra, je vais très bien. Top, super. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour moi, pour les auditrices, qu'on apprenne un peu plus à te connaître sur ton parcours, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors moi, je suis Élise Gragnou, je suis autrice en développement personnel. De formation initiale, je suis professeure de français. Et en fait, c'est assez naturellement que une activité s'est articulée à l'autre pour moi, au niveau de l'écriture, au niveau aussi de mon envie d'être là pour transmettre des connaissances, pour faire gagner du temps aux autres dans leur chemin. Et je me suis formée plus au coaching et au développement personnel en travaillant au sein du magazine Femmes d'influence durant presque 5 années. Voilà. Wow. Et du coup, c'était à quelle période que tu as travaillé pour le magazine? Tu travaillais en parallèle de ton activité de professeur ou tu avais arrêté l'activité de professeur? Non, en parallèle, parce que, alors j'aurais pu l'arrêter, mais je trouve que l'une nourrit l'autre. Hmm. En fait, et que finalement, c'est la même démarche pour moi, c'est un peu le même ADN et du coup, voilà, j'ai trouvé que ça me rendait meilleur professeur de travailler dans le développement personnel et puis meilleur coach d'être professeur. Donc, on a essayé d'articuler les deux. Ok, et aujourd'hui, tu es toujours professeur du coup? Oui, Waouh! Donc ça oui, doit te faire des sacrées journées du coup. oui, mais c'est vrai que c'est un métier de passion, donc je n'arrive pas à le mettre de côté. Je pense que les choses s'équilibrent naturellement pour l'instant. Ok, et t'es dans quelle région? Je suis à Paris. Ok. D'accord, ça marche. Du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui ici, c'est pour que tu nous parles un petit peu d'une situation difficile que tu as pu vivre, de quelque chose de challengeant pour toi. Parce que j'ai pu remarquer, en fait, si tu veux, sur les réseaux, que souvent, quand tu es dans le dev perso, quand tu es coach ou quoi, tu as un peu la figure de la personne à qui il n'arrive jamais rien. Et en fait, j'aimerais juste un peu remettre les points sur les i et rappeler que avant d'être coach ou d'être dans le dev perso ou quoi, on est des êtres humains avant tout et en fait, on est comme tout le monde. Alors peut-être qu'on a des clés en plus justement pour surmonter ces épreuves, mais à la base, quand ça arrive, ça arrive quoi. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est parce que ça nous arrive qu'on est plus légitime Mm. et, peut-être plus subtile et plus humaine, plus délicate en fait lorsqu'on coach quelqu'un. Mhm. Je ne crois pas du tout en fait à l'idée effectivement qu'un coach devrait avoir une vie sans obstacles, sans épreuves et pas de difficultés au quotidien. Tu vois, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et alors, peut-être que peut-être que pour un coach, en fait, sa pratique, ses recherches lui ont permis d'améliorer sa propre vie. Mais, il me semble que c'est assez nécessaire, tu vois, pour avoir un peu de profondeur sur le sujet dont on parle, de savoir ce que c'est et de d'avoir d'abord fait ses recherches et expérimenté pour soi-même. Totalement, je suis tellement d'accord avec toi d'avoir expérimenté finalement la chose, les conseils que tu vas donner, ce que tu vas mettre en application avec tes coachés finalement. Oui. Ouais. Alors de quoi est-ce que tu aimerais nous parler aujourd'hui de ton côté? Alors moi, j'aimerais vous parler des pervers narcissiques. Parce que je crois que c'est un peu l'expérience, fondatrice qui m'a, orientée vers, le développement personnel Ok. et puis vers le coaching et puis vers l'écriture. Hem et puis de là part, de toute façon, beaucoup de clés sur la confiance en soi, sur, les relations de couple. Donc, voilà, moi, c'était, disons, ma porte d'entrée. La vie m'a pas tellement laissé le choix. Mais bon, on va dire qu'on en a fait quelque chose d'utile. Moi, j'ai été mariée, pendant 7 ans avec une personne perverse narcissique, vraiment, on va dire, un cas d'école quoi, vraiment assez caractérisé dans son genre. Hem Et pour me sortir de cette situation qui était extrêmement douloureuse, à une époque en plus où en fait on parlait pas tellement du sujet. Mm. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on entend pervers narcissique, à toutes les occasions et souvent à tort et à travers d'ailleurs.
Est-ce que tu peux nous rappeler justement un peu, qu'est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique? Parce que justement, on entend parler partout et souvent quand on entend parler de relations toxiques, on va venir associer le pervers narcissique et moi je suis pas forcément d'accord avec toi, donc pas avec toi, avec ça justement, Mmh. donc je veux bien ton retour, à toi. Oui, c'est vrai que toutes les relations toxiques ne mettent pas en présence, un pervers narcissique et une proie, loin de là, hein, on peut être, toxique, pour quelqu'un même quand on est une bonne personne, donc ça se croise pas, ça se superpose pas, on va dire. Mais le pervers narcissique est toujours toxique. Oui. Alors, voilà, le pervers narcissique, avant tout, je pense que c'est important de rappeler que c'est quelqu'un qui est malade d'une maladie, psychiatrique, dont on peut retrouver les descriptions dans les manuels de diagnostic de Mmh. psychiatrie. Donc, c'est une maladie dont on ne guérit pas, Mmh. et donc c'est important de le rappeler parce que quand on reste auprès d'un pervers narcissique, en général, c'est qu'on a un peu l'ambition de le guérir, de ses souffrances, de sa difficulté à être en relation, à aimer, de manière saine, mais Mmh. c'est impossible. Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler et cette maladie, on va dire que cette pathologie psychiatrique, elle est d'autant plus incurable que les personnes qui en souffrent n'en sont pas du tout conscientes et que c'est un enjeu de survie pour ces personnes de se voiler la face, d'être dans le déni et de se dire qu'elles ne sont pas malades et à partir de là, en fait, il y a aucune thérapie qui est possible. Contrairement à d'autres pathologies psychiatriques où le malade peut prendre un traitement à vie, là, les spécialistes sont divisés. Est-ce que ça peut se traiter ou pas? Apparemment, on ne pourrait traiter éventuellement que les symptômes par une médication qui régulerait l'humeur, on va dire, mais ça nécessiterait que le malade soit conscient et ait envie de guérir, ce qui n'est pas le cas pour un pervers narcissique. C'est même un enjeu pour lui de se voiler la face constamment. Et c'est une pathologie, en fait, qui naît qui naît dans l'enfance, hein, très tôt, et qui donc va structurer l'esprit de manière, très profonde, et irréversible et qui naît souvent d'une grande blessure d'abandon. Et alors, bien sûr, les blessures d'abandon, on en a, pratiquement tous, hein, et même quand elles sont très profondes, elles n'aboutissent pas toujours à la perversion narcissique, bien loin de là. Au contraire, bah, en fait, je suppose que dans ton podcast, tu as dû rencontrer des personnes qui étaient devenues coach parce qu'elles avaient ce genre de Oui. blessures et qu'elles aidaient les autres à se réparer. Donc effectivement, ce genre de blessure, ça peut au contraire nous rendre très empathiques, très, doués, pour pour aimer les autres, en fait. Chez le pervers narcissique, ça va être différent, en fait. Cette blessure d'abandon, elle va être, si profonde que la stratégie pour, pour comment dire? Se rassurer sur le fait qu'on va plus être abandonné, ça va être de s'assurer que la personne avec laquelle on est en relation ne puisse plus partir. Mmh. Et si elle ne peut plus partir parce qu'elle est trop brisée, parce qu'elle est trop manipulée et donc en fait, c'est à partir de cette blessure-là qu'on peut comprendre toutes les stratégies que le pervers narcissique met en place et met en place avec, un art et une persévérance, inouïe, bah, tout simplement dû au fait que lui ne pourrait pas survivre une nouvelle fois à l'abandon. Donc il va Mmh. tout mettre en œuvre pour, te briser suffisamment pour que tu puisses plus, Mmh. partir. Est-ce que tu as un exemple, d'action en fait que pourrait faire un pervers narcissique, Mmh. pour, «garder sa proie» entre guillemets? Alors, eh bien, toutes les formes de violence qui vont détruire la confiance en elle, de la proie, en fait, de ce pervers. Donc en fait, on peut passer par la violence verbale, physique, sexuelle, par toute, forme de manipulation. Et en fait, il est important de savoir que, justement, cette proie, elle a à l'origine elle-même ses failles. Et Mmh. qu'elle a été, on va dire, castée par le pervers narcissique aussi pour ça. Elle a été castée, on pourra peut-être en reparler plus tard, par, aussi pour ses qualités, pour, sa capacité à être empathique, énergique, aimante et cetera. Le pervers a besoin de ça, en fait, hein, Mmh. pour pouvoir, il a énormément besoin de ça pour, pouvoir conserver sa proie, quoi. Mais, aussi parce que cette personne, elle a des failles et ces failles, il va pouvoir s'engouffrer dedans et les creuser petit à petit jusqu'à en faire des gouffres et quand on sort d'une relation, avec un parrain narcissique, en fait, ce qui était un petit complexe, une petite insécurité, est devenu en général quelque chose de vraiment envahissant, en fait et de paralysant. Et alors, je sais pas, pour te donner un exemple, on peut partir d'un mécanisme qui revient, toujours.
qui est celui d'une fusion-projection, une mécanique du miroir, on pourrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il a besoin de fusionner avec toi. Alors, oublie le sens romantique de la fusion, on n'est pas du tout là-dedans. Mais il te fusionne avec toi parce qu'il nie ta qualité de personne, d'être à part entière, qui est une fin en soi, en fait, hein, voilà. Mais non, là, tu es un but pour atteindre pardon, un moyen pour atteindre ses buts à lui, qui est de se rassurer, de se re-narcissiser. Et donc, il va fusionner, en fait, avec sa proie pour ensuite, une fois qu'il a l'impression qu'ils ne font plus qu'un, une fois qu'il a installé aussi peut-être cette dépendance affective, après avoir lui avoir fait passer une période de lune de miel, hein. On sait que souvent les relations avec un parent narcissique, ça commence par une période où tout est parfait, parce qu'il a bien scanné nos besoins et qu'il va y répondre très méthodiquement. Et après cette période de lune de miel, une fois qu'on a bien fusionné, une fois qu'on est en confiance, qu'on ne fait entre guillemets qu'un, eh bien en fait, il va lui-même projeter sur toi tout ce qu'il ne supporte pas chez lui, tout ce qu'il n'assume pas chez lui. En fait, on est tous conscients d'avoir des défauts, des failles, etc. Mais pour quelqu'un comme le père narcissique qui a une blessure d'abandon très forte, il ne peut pas assumer ses défauts, ses failles. Il a l'impression que ce sont des nouvelles causes d'un abandon potentiel. Donc, il faut absolument qu'il s'en débarrasse. Mmh. Il faut absolument qu'il ait une image de lui mégalomaniaque. Il est la perfection incarnée à tout point de vue. Il cultive cette image et il va mettre dans un autre coin de sa tête tout ce qu'il ne supporte pas chez lui parce que y faire face, ce serait faire face à sa peur de l'abandon, qu'il est Mmh. trop fragile pour assumer, pour supporter. Et donc, ce qu'il va faire, c'est fusionner avec sa proie. Et puis, lui-même, à l'intérieur de lui, il est scindé entre un Dr. Jekyll et un Mr. Hyde. Il n'a pas conscience de Mr. Hyde et ce Mr. Hyde, il le projette sur sa proie. Et donc, par exemple, justement, pour entrer dans des exemples un peu concrets, ça va donner par exemple, bon, un pervers narcissique qui a, comme c'est le cas en général, un besoin maladif de séduire, voire de tromper la personne avec Mmh. qui il est en couple, pour lui-même se rassurer sur son indépendance affective, sur sa valeur, et cetera. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de regarder en face ses propres fautes, il va les nier, se trouver un tas d'excuses et surtout les projeter sur sa proie en disant en étant jaloux, en fait, de sa proie, en étant extrêmement possessif, en l'accusant, de provoquer, de flirter, avec son entourage. Alors finalement, c'est lui qui a ce genre de comportement. S'il est violent, avec toi, il va te dire, «Mais regarde dans quel état tu me mets. Tu m tu me voilà, tu me fais sortir de mes gonds, tu me fais du mal. Tu me fais du mal, regarde, tu me rends violent» Mmh. et c'est tout un mécanisme comme ça de projection de ses propres défauts, de sa propre noirceur qu'il n'assume pas sur autrui, et par, ces projections, non seulement il va casser la confiance en elle de sa proie, mais il va lui faire perdre de vue qui elle est. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, ben, en fait, dans cet espace qui représente le couple, on a aussi un petit peu moins de défense, quoi. On est, en confiance, on prend ses remarques, pour, bah, des conseils, peut-être pour, progresser. On se remet beaucoup en question et puis peu à peu, on ne sait plus qui on est. Parfois, on sait qu'il a inversé la situation, mais il a une telle faculté à nous embrouiller, en fait, avec, ses manipulations que finalement, on a l'impression de devenir folle, quoi. On ne sait plus se défendre. Voilà. Puis on n'a plus l'énergie pour le faire. Il y a une question qui me vient, parce que justement on disait, on voit beaucoup de personnes qui parlent de pervers narcissiques et c'est un peu devenu, commun, courant. Mais, comment vraiment est-ce que tu peux dire qu'une personne elle est perverse narcissique? Parce que juste pour te donner un exemple, là dans ce que tu dis, je me dis: «Ah ouais, peut-être que mon ex il était comme ça». Mais Mmh. comment est-ce que vraiment tu peux prétendre que quelqu'un est pervers narcissique? C'est assez difficile de poser, on va dire, un diagnostic. Dans mon livre, j'ai un test qui fait 5 pages, qui aide à justement cocher et mettre, noir sur blanc, quelques repères et puis voir un peu à la situation à distance. Il y a aussi d'autres chapitres qui permettent d'évaluer comme ça des manies récurrentes, par exemple, chez ces personnes. Et je dirais qu'il n'y a pas une case de ce test ou une des manies du pervers narcissique que je peux recenser qui elle-même sert de diagnostic. Parce OK. qu'après tout, quand tu regardes ces caractéristiques, on peut tous les avoir manifestées, on peut les avoir rencontrées aussi chez
de simples mauvaises personnes, on va dire. Mmh. Mais en fait, c'est le cumul de celles-ci et l'expression, enfin l'intensité à laquelle ces caractéristiques s'expriment qui vont permettre de poser un diagnostic. Mais je pense que ce qui peut, le 1er outil, ça devrait être d'observer ce que ça nous fait d'être en relation avec cette personne. OK. C'est-à-dire, est-ce que notre niveau d'énergie, lorsqu'on est totalement drainé en fait par la relation, qu'on a vraiment le sentiment de ne plus avoir d'énergie, ça peut arriver dans une relation toxique, plus, banale, mais c'est déjà un bon indicateur de se regarder changer en fait. Mmh. Souvent l'entourage d'ailleurs qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme parce qu'on ne nous voit plus rire, on nous voit changer et un autre facteur, ça va être l'isolement de la victime. Le pervers narcissique, il a tout intérêt à nous isoler pour Mmh. nous empêcher, voilà, d'avoir des retours critiques, aussi de nous nourrir d'amour, en fait, autour de nous et heu et donc il va, commencer à tenir des discours qui vont nous remettre en question toutes nos relations. Il va instiller, il va semer les graines du doute, en fait, dans notre esprit, heu, en, faisant des petites remarques qui paraissent, comment dire? Bienveillantes, sympas, en fait, puisqu'il va nous dire, il va nous faire, penser que dans notre travail, peut-être qu'on nous estime pas à notre juste valeur, ou que dans notre famille, telle personne est un petit peu hypocrite, ou que parmi nos amis, certains ne sont pas en relation avec nous pour les bonnes raisons, ou qu'on nous critique peut-être dans notre dos. Donc on va prendre ça pour un Mmh. service puisqu'il nous, il nous alerte sur, les limites de nos relations extérieures. Mais finalement, ça peut être un bon indicateur parce que, quand c'est systématique, quand on sent qu'effectivement, il y a pas beaucoup de liens autour de nous qui résistent à ses critiques, ça peut être un bon indicateur. Mmh. Mais d'autre part, ensuite, dans sa personnalité à lui, dans celle du pervers narcissique, ce qui peut être aussi un indicateur, c'est, les 2, la duplicité de la personne, les 2 visages qu'elle peut offrir. Une image sociale parfaite, qui correspond d'ailleurs à celle dont on est tombé amoureuse éventuellement ou bien, enfin les pervers narcissiques, on peut les rencontrer dans nos relations amicales et professionnelles. Donc c'est en tout cas la personne sur laquelle on on est en admiration au début de la relation et puis, l'autre visage, celui qu'il ne vous montre, que, entre 4 murs. Celui, qu'il montre quand il est contrarié, quand les choses ne vont pas dans son sens, quand on lui fait remarquer, qu'il change de version ou qu'il ment. Ce visage-là, en général, est totalement différent. Donc c'est enfin, à la fois le double visage, la capacité aussi à mentir. Mentir pour tout et n'importe quoi, parce que bon, on a tous menti dans notre vie. Mais chez les pervers narcissiques, c'est pathologique. Et ça va jusqu'à mentir sur des détails, des futilités qui n'ont aucun enjeu en fait. C'est pas mentir parce qu'on a peur de ne plus être aimé en fait, comme ça peut nous arriver, dans notre vie. C'est voilà, c'est se créer une légende personnelle et réécrire constamment toute la réalité. Et donc ça peut vraiment être jusqu'à des petits détails, par exemple, je sais pas, «Non, c'est toi qui l'as rangé là, cet objet, c'est pas moi, j'en suis sûre, tu es folle». Enfin, donc c'est vraiment sur des petites choses et ça correspond à un besoin de contrôler la réalité. Mmh. Donc ce besoin de contrôle, bah, lui aussi, c'est un symptôme assez fiable, de la perversion narcissique. Donc en fait, si tu veux, beh, il y a plein d'autres choses, si tu veux, mais tout ça mis bout à bout, quand on le rencontre chez une personne, quand on voit que ça s'exprime surtout systématiquement, il faut commencer à se poser des questions. Ouais. OK. Et tout à l'heure, tu as parlé d'indépendance affective et donc du coup, est-ce qu'il y a un lien entre la dépendance affective et le pervers narcissique? Oui, et ce lien, il est un peu complexe parce que la dépendance affective, elle, se manifeste chez le pervers narcissique Mmh. et chez sa victime. OK. Hem, ça, voilà, la victime et la proie, en fait, s'emboîtent, Mmh. sur certains, points communs qui ne Mmh. vont pas du tout aboutir aux mêmes, conséquences, on va dire, mais voilà, qui résonnent. Le pervers narcissique est très, très dépendant affectif, beaucoup plus que sa proie, mais il ne va jamais l'avouer. Il va au Mmh. contraire montrer un visage de quelqu'un de très indépendant. Il va tout faire pour, justement, plus il est amoureux, plus il va, par exemple, tromper ou être distant.
pour, justement, avoir l'impression qu'il est indépendant affectivement parce que sa dépendance lui fait peur. Là où quelqu'un qui pourrait avoir de la dépendance affective, pourrait, être conscient, en fait, de ça, essayer peut-être de se traiter ou pouvoir faire de l'humour, sur, son côté un peu pot de colle, toujours besoin d'être rassuré et cetera. Bah, le narcissique, lui, il va pas du tout assumer et il va développer une image totalement contraire. Mmh. Mais il est totalement dépendant parce qu'il a besoin de sa victime, c'est un besoin, vital. C'est ce qui explique justement sa nécessité de nous casser les pattes, quoi, de nous vraiment de nous manipuler, de nous briser pour qu'on ne puisse plus partir parce que sa survie mentale en dépend. De Mmh. se dire que voilà, on ne peut pas vivre sans lui. La victime, elle aussi, elle éprouve elle a une dépendance affective en général, elle a une donne d'insécurité. Mais ça signifie aussi que n'importe qui peut être victime d'un pervers narcissique parce qu'on a tous une petite part, hein, de fragilité, d'insécurité, on a tous nos traumas, on a ben, se réparer, ça prend, une vie, donc c'est Ouais. pas un problème de le savoir en tout cas. Mais effectivement, plus on va être capable d'identifier sa propre dépendance affective, de remonter à sa source, Mmh. de se soigner, de se renforcer et moins on va facilement, pouvoir être la victime d'un pervers narcissique. Mmh. Est-ce que ça a été, ton cas? Comment est-ce que tu as vu ta dépendance affective peut-être? Est-ce que tu t'es sortie de tout ça, de ce comment dire? De ce cercle vicieux? Oui, moi, ça a été vraiment mon cas. Alors, j'ai rencontré, cette personne, j'avais 25 ans, donc j'étais, au début de ma vie Mmh. de femme, on va dire, donc ça prend du temps de se construire et puis surtout, et ben, en fait, mine de rien, ces dernières années, on a quand même beaucoup plus d'outils qui Oui. nous permettent justement de lire des livres de développement personnel, de trouver du coaching et c'était pas forcément un moment où, on avait tout ça à disposition. On en parlait beaucoup moins, en fait. C'était soit le psy, soit rien, en fait, donc il y avait pas, tu vois, d'outils, tout prêts pour mettre des mots sur tout ça. Donc moi, j'avais totalement conscience d'avoir, des complexes, une insécurité et puis, voilà, je me donnais le temps d'y travailler et j'étais aussi dans, un peu l'illusion, qu'une relation amoureuse va combler tous nos manques en fait, va voilà, va nous réparer. Mmh. Alors qu'en fait aujourd'hui, je pense qu'une relation amoureuse, elle nous aide à nous réparer. Incontestablement, c'est un bon espace de sécurité Ouais. pour nous réparer toutes seules. Mais absolument pas, mais c'est absolument pas, comment dire? Le remède et à cette époque, oui, je pense que j'avais une notion de la relation amoureuse qui était pas forcément très, mûre, mais qui est aussi est celle qu'on nous a véhiculée dans nos contes de fées, Ouais. dans les nouvelles, les comédies romantiques et j'adore tout ça, hein. Donc je voilà, je suis très cliente de ce genre d'histoire, mais elles peuvent faire beaucoup de dégâts quand elles sont Mmh. pas mises, en perspective. Donc j'avais ça. Voilà l'idée, voilà qu'un chevalier sur, son beau cheval blanc allait venir, m'enlever et résoudre, tous ces problèmes, me rassurer une bonne fois pour toutes avec son magnifique amour et comme s'il suffisait d'être aimé pour, se sentir aimable, hein. Ouais. Hem, Ça aide mais ça suffit pas. Et d'autre part, j'avais, subi une violente agression, quelques jours avant la rencontre avec cette personne OK. qui, n'aide pas, on va dire, dans ce sentiment d'épanouissement et de plénitude que je Ouais. pouvais rechercher, puisque, bah, malheureusement, comme la plupart des victimes d'agressions, j'avais tout de suite développé une sorte de honte inconsciente, de sentiment de culpabilité que j'y étais pour quelque chose et c'est difficile de s'aimer, en fait, dans ces conditions. Et donc tout ça, en fait, c'était pas forcément extrêmement conscient. En fait, chez moi, j'étais plutôt, warrior, quoi, vraiment, ça va aller, je fonce, il y a rien qui va m'arrêter dans ma quête, du bonheur et donc forcément, ce cette, convergence de choses m'a prédisposée, on va dire, à faire cette rencontre. Et il l'a Oui. senti sans problème, quoi et surtout que j'ai tendance à beaucoup être transparente et ouverte, donc je lui ai donné pas mal d'éléments, pour qu'il sache à qui il avait affaire.
Et du coup, bah, la question, je pense que tout le monde attend, comment tu t'en es sortie? Comment on s'en sort? Oh, c'est un chemin. Heu et ben justement, mon but, en tant qu'autrice ou en tant que coach, c'est justement, de d'accélérer le processus pour d'autres personnes, de faire économiser Mmh. aux personnes qui pourraient passer après moi dans les mêmes épreuves, de leur faire économiser des tâtonnements, des choses inutiles, des remises en question inutiles, des étapes, voilà. Alors moi, ça a été long, puis il y avait des enfants, en fait, hein, dans cette, situation, donc c'est toujours même dans une relation, tout simplement où il y a plus d'amour, c'est difficile de se séparer quand on a des enjeux comme une famille. Mais alors là, avec un pervers narcissique, c'est très compliqué. Donc, eh bien, en fait, moi, je connaissais même pas la notion de pervers narcissique. On n'en parlait pas, j'avais pas trop entendu parler de ça. Hem, mais bon, comment dire? Au bout d'un moment, on se reconnaît plus, notre entourage nous en fait part. Alors, aussi, c'est difficile parce que quand on vit ce genre de choses, on ne dit pas forcément tout à son entourage. Mmh. Moi, il y a beaucoup de choses que je disais pas à mes amis les plus proches ou à ma famille à qui pourtant je me confie énormément d'habitude, mais parce qu'on a l'impression parfois qu'on doit protéger l'intimité de son couple. Mmh. Et ne pas quelque part, voilà, laver toujours son linge sale en famille ou quelque chose comme ça. On a l'impression de ne pas être loyal si on dit tout ce qui se passe dans son couple. C'est une erreur, enfin, je pense que c'est vraiment une erreur, en tout cas dans ce cas. Ce qui m'a, c'est petit à petit, j'ai eu une série de prises de conscience, je des moments où j'étais avec mes 3 enfants, en bas âge et où j'avais plus d'émotion, zéro. Alors que je suis plutôt quelqu'un de hypersensible. Mmh. Je vois une pub, ça me fait pleurer quoi, voilà, c'est et là, plus d'émotion. Je faisais les choses mécaniquement. Alors bien sûr, on met sur les choses sur les comptes de la le compte de la fatigue, quoi, mais là, voilà, ça allait vraiment pas, je me reconnaissais pas et puis des idées noires, Mmh. ce qui est pas non plus du tout dans mon schéma habituel. Des moments où je me sentais devenir, violente moi-même, j'avais des pulsions de violence envers, mon ex-mari, en fait. Des pulsions, des pensées, en fait. Bon, lui, il était, violent, dans les faits, mais moi, j'avais des pulsions en réaction à ça et ça aussi, je me reconnaissais pas. C'est pas moi. Hem Et puis, mes parents, quand j'ai commencé à, un peu plus me confier, à nouveau, hein, à eux sur, ce qui se passait, j'ai eu la chance d'avoir des super parents qui écoutent tout, qui comprennent tout, qui sont toujours de mon côté. Hem et puis, ma mère s'est mise à faire des recherches sur internet et elle est tombée sur des forums, où on racontait un peu toujours le même genre d'histoire que celle que je vivais. Mmh. Mais vraiment du copier-coller. Et puis le mot pervers narcissique arrivait dans ces conversations-là. Et c'est là qu'elle a trouvé justement un test, celui de Marie-France Hirigoyen, qui est une des premières à avoir fait un test, de détection, hein, de diagnostic du pervers narcissique. Et elle me l'a envoyé, il fallait, de mémoire, il y avait 30 cases, il fallait en cocher 14 pour, être sûr du diagnostic. J'en ai coché 29. Donc là, je me suis dit: «OK, on tient, une bonne piste». Et puis à partir de là, en fait, vraiment on déconstruit tout. On déconstruit, l'image de soi qu'on s'est faite au fil du temps, on déconstruit, tout le récit qu'il nous a mis dans la tête quand il nous réécrit l'histoire en permanence. On observe, on voit effectivement que quand il y a un conflit, il nous met la responsabilité sur nous alors que finalement c'est tout à fait lui qui l'a initié et cetera et cetera. Et jusqu'au moment en fait où j'ai pris suffisamment de force, mais ça a pris 1 an, hein, pour que je OK. prenne suffisamment d'assurance dans mon observation des choses et d'énergie pour que je puisse partir, voilà, définitivement. OK. Et du coup, quel conseil aujourd'hui donc je sais qu'il y a ton livre, mais quel conseil est-ce que tu donnerais en fait à une femme qui se reconnaît dans ta situation, qui sent être enfin qui a l'impression en tout cas d'être à côté, d'un pervers narcissique? Le premier conseil que tu lui donnerais, ce serait quoi? De parler à son entourage parce que, alors attention, parce que le pervers narcissique peut tisser sa toile au-delà, de sa proie. Mmh. Bien souvent, il y a une séduction de tout l'environnement, proche pour justement acquérir une maîtrise, encore plus parfaite de sa proie. Donc,
est susceptible d'avoir des amis qui ont été manipulés, qui sont sous le charme, en fait, du pervers narcissique. Mais on a, je pense, tous dans notre entourage, une copine qui est toujours très critique par rapport aux hommes qui peuvent être dans notre vie, aux femmes qui peuvent nous croiser notre chemin aussi. On a parfois une maman ou un papa qui a toujours un œil un peu distant, qui, bon, va peut-être se laisser charmer, mais qui va toujours un peu garder ses distances. Et je pense que cette personne-là, il faut aller lui parler. On en a tous. Et si on n'est pas sûr d'en avoir, si on a peur d'aggraver sa situation en parlant à un entourage qui est sous le charme aussi, parce que cet entourage pourrait après peut-être se retourner contre nous ou dire au pervers narcissique, voilà ce qu'elle m'a dit, tu te rends compte, elle va pas bien. Bon. Euh, il faut pas hésiter à parler à des associations qui sont spécialisées dans les violences. Il y a des tas de numéros gratuits, de chat aussi, parce que parfois téléphoner, c'est pas évident. Avec quelqu'un qui est tout le temps un peu sur notre dos, qui nous contrôle, ça peut ne pas être évident, mais il y a des chats pour ça qui permettent de manière anonyme de parler à des personnes qui sont spécialistes des violences conjugales. Et même si ce pervers narcissique, il œuvre dans notre cadre professionnel, ça va être tellement les mêmes schémas que ces personnes-là vont être à même de nous dire: «Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Là, on est peut-être en face de quelqu'un, qui est malade, qui est violent». Ils vont pas poser forcément, le mot de pervers narcissique, mais peu importe, en fait. L'idée, c'est d'arriver à avoir un œil extérieur, objectif, qui va valider notre perception des choses parce que notre perception, elle est toujours tellement disqualifiée par le pervers narcissique, qui fait du gaslighting, qui passe son temps à jouer de notre dissonance cognitive en permanence, qu'au bout d'un moment, on ne se sent plus, en confiance par rapport à nos propres perceptions. Ils nous embrouillent. Ouais. Donc c'est très, très important de parler à quelqu'un d'extérieur. Mmh. Je sais pas si je me rappelle plus ce que c'était le titre, j'étais en train de réfléchir, mais je sais pas si tu te rappelles, il y a quelque temps, je dirais il y a 1 an, il y a M6 qui avait fait un film là-dessus. Je sais pas si ça te Oui, parle? le titre m'échappe aussi. Est-ce que Hem, tu je sais pas si tu l'as vu et est-ce que tu penses que c'est un bon film, du coup à recommander de voir ou pas forcément? oui, moi je trouve que c'est un bon film. On retrouve, le 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 malaise que j'ai ressenti en regardant, cette intrigue, ce couple, heu, me fait dire que, voilà, on a peut-être touché des Mmh. choses, des schémas qu'on peut retrouver, en fait, dans nos histoires. Parce que c'est vrai qu'on a un peu toutes et tous des histoires copier-coller, quand on a, croisé la route d'un pervers narcissique. Il y a aussi, le film Mon Roi de Maïwenn avec OK, Vincent Cassel ouais, qui raconte bien ces mécanismes-là. OK. Il y a un autre qui me vient en tête aussi, c'est, Invisible Man avec, Elisabeth Moss, OK. l'actrice qui joue dans The Handmaid's Tale, La Servante écarlate et qui dans un registre un peu plus enfin, peut-être d'anticipation, nous dit bien quels sont les mécanismes Mmh. justement, de cette perversion, de cette emprise, de l'emprise en fait. OK, Voilà. ça marche. Je remettrai, les noms, dans la description parce que j'ai vraiment plus celui de M6, j'ai plus. Les réactions des gens à ce Ouais, film, en regardant les commentaires, sous les posts sur les réseaux ouais. sociaux qui me parlaient, c'était édifiant de voir à quel point, justement les gens qui l'avaient regardé, qui avaient été concernés par, cette problématique disaient: «C'est incroyable, j'ai vécu la même chose, c'est du copier-coller, c'est» Mmh. voilà. Ouais, Mais c'est bien aussi de se rendre compte parce que ça permet, aux victimes de pas culpabiliser, de ouais, pas se dire: «Oh beh, j'ai vraiment été trop naïf, j'ai été une bonne poire, je me suis laissé faire». carrément. Quand on voit le nombre de personnes qui sont victimes des mêmes choses et Mmh. leurs profils qui peuvent être très différents, qui sont souvent d'ailleurs des personnes de grande qualité, hein, les pervers narcissiques sont pas fous, ils vont pas vers, des personnes de moindre valeur. Ils vont vers, comme un vampire qui va vers quelqu'un d'en très jeune, en bonne santé, pour se nourrir de sa vie. Un pervers narcissique va aller vers quelqu'un, heu, qui a énormément d'énergie, d'amour. Donc on peut, déjà Ouais, se dire qu'il faut laisser tomber la culpabilisation. carrément, carrément. Du coup, les personnes qui nous ont écoutés jusque-là et qui aimeraient échanger, avec toi, où est-ce qu'elles peuvent, te retrouver? Et parle-nous aussi un petit peu, de ton livre, du coup. Alors le plus simple, c'est, mon compte Instagram. OK. Donc j'ai un compte Instagram qui correspond
à la rubrique dans laquelle j'écrivais dans le magazine Femmes d'influence, ça s'appelle Élise Love et Relations. Mmh. Donc Élise.love et relations, tout simplement, tout attaché. Et donc le plus simple, voilà, c'est mon compte Instagram. Et mon livre, que te dire? Bah, c'est un livre, si tu veux, c'est, quand j'ai réussi à me séparer de mon pervers narcissique, c'était presque une blague dans mon entourage: «Tu devrais écrire un livre, ah ouais, j'ai tellement lu que je pourrais écrire un livre à ce sujet» et puis à force, finalement, c'est devenu une évidence. Heu, j'ai dû enfin, j'ai tellement dû lire, écouter des conférences, aller, enfin aller grappiller des informations, dans tous les coins, tester des choses qui fonctionnaient ou pas, hein, qui étaient parfois assez désastreuses, que je me suis dit que voilà, il fallait compiler ça et écrire le livre que moi j'aurais aimé lire, Mmh. pour faciliter la vie. Et vraiment mon parti pris, ça a été de me dire, que je voulais que enfin sa spécificité, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet, Ouais. c'est très bien, mais je voulais, que ce soit un livre qui parle de l'intérieur de l'expérience. Un livre où on soit dans un cadre, intime, en fait, entre personnes qui se comprennent, et qui se parlent avec, douceur, parce qu'on parle de quelque chose de très dur. Mmh. Donc j'ai pris le parti, par exemple, de tutoyer mon lecteur ou ma lectrice, parce que c'est aussi une façon de dire que je me parle aussi à moi-même, que je suis pas enfin, j'ai horreur de cette, impression d'avoir la science, infuse, qui descend de manière verticale sur une personne qui ne l'aurait pas. Pas du tout, en fait. Pas du tout, en fait. On est mieux à même de transmettre les outils qu'on a soi-même, Mmh. lutté, hein, pour intégrer et vraiment, il faut avoir cette humilité face aux personnes qui souffrent. Elles sont courageuses, elles sont dans un combat, on n'a pas besoin elles ont pas besoin d'entendre des, comment dire? Des donneurs de leçons ou des personnes qui vont les culpabiliser avec des discours comme, le fait qu'on peut être responsable de cette relation, qu'on aurait dû, voilà, avec des clés toutes faites. J'ai vraiment choisi alors je travaille, pas mal aussi avec des associations, qui s'occupent des violences faites aux femmes, donc ça m'a c'est important, enfin ça m'a formée aussi à, un certain langage quoi, enfin une façon de parler. Quand on parle à quelqu'un qui a croisé la route d'un pervers narcissique, on parle à une victime qui est traumatisée, ou plutôt à une survivante ou un survivant. Je Ouais. préfère ce mot d'ailleurs. Mais c'est important, de prendre ça en compte. On ne peut pas parler n'importe comment. Et surtout, j'ai voulu, qu'il y ait 3 qu'il y ait les 3 pans de la problématique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un parrain narcissique, comprendre pourquoi on est entré dans l'expérience, enfin rationaliser, intellectualiser tout ça pour que justement notre mémoire traumatique, elle puisse, se dégager, hein, se transcender en quelque chose de rationnel et ensuite partir. Comment on fait pour partir? C'est vraiment pas une mince affaire, c'est totalement essentiel, mais en même temps, c'est pas une rupture comme une autre. Mmh. Et elle comporte, voilà, sa temporalité, ses dangers, donc ça, il faut le prendre en compte. Et puis un troisième volet qui est sur, le fait de se reconstruire. Voilà. OK. Ça, c'est vraiment, totalement primordial parce que c'est un vrai traumatisme, c'est une vraie, destruction, et le pire dans tout ça, c'est que on est plus facilement victime, enfin, on est plus apte à rencontrer un nouveau pervers narcissique quand on a déjà souffert d'une telle relation, que si on n'avait pas souffert auparavant, dans les griffes d'un pervers narcissique. Donc le pire serait de se contenter de diagnostiquer les choses, de partir et puis de répéter ce cycle. Ouais. Donc c'est vraiment important ensuite d'essayer de prendre au sérieux ce qui nous est arrivé, de nous reconstruire. OK, génial. Donc du coup, c'est vraiment, en 3 étapes, le avant, le pendant la séparation et le après la séparation. Oui et alors, j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse se lire, qu'on soit après la rupture ou avant, ou même si on est un proche qui veut aider une victime. Mmh. Parce que la victime elle-même, parfois, elle est trop prise dans cette toile d'araignée. Elle n'est pas forcément tout de suite, à même de s'en dégager, ni même d'avoir totalement conscience de ce qui se Ouais. passe. Elle trouve beaucoup d'excuses à son partenaire, et cetera et donc parfois, c'est les proches, eux aussi, sont démunis. Il y a des personnes qui sont venues vers moi justement parce que, ils voulaient aider leur enfant ou leur meilleur ami, Mmh. et je pense que, voilà, j'ai vraiment voulu concevoir mon livre, comme ça, en fait,
tout, pour que ça soit utile à tous ces lecteurs différents. OK. OK, génial. C'est un bon, je pense un bon livre que je vais aller m'empresser d'acheter après, notre échange parce que j'ai vraiment envie, d'en apprendre plus, là-dessus et de faire, ce petit test aussi. Merci Alexandra. Et ben, écoute, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était hyper, intéressant et enrichissant d'échanger avec toi autour du sujet du pervers narcissique. Je pense qu'on pourrait, en discuter encore pendant des heures. Malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois et je te dis à Merci. bientôt. Merci à toi. À bientôt Alexandra. Salut.